Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers compatriotes. Bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance d'investissement, corporate finance et dérivatives et bien d'autres. Donc, je vous remercie de nous suivre sur notre chaîne. Je vous prie de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que les statistiques de YouTube disent que 92% des gens qui nous regardent, très nombreux, ne s'abonnent pas. Donc, abonnez-vous et invitez vos amis qui regardent nos vidéos à s'abonner également sur notre chaîne afin de recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une vidéo. Voilà. Souscrivez notre membership, partagez la vidéo pour contribuer au développement de notre chaîne. Voilà. Je fais une vidéo à la demande de notre audience, ou une présentation à la demande de notre audience pour parler de trade war, ou la guerre commerciale qui s'engage entre les États-Unis et surtout la Chine. On peut aussi parler du Mexique et du Canada. Il y a une corrélation, les deux sont corrélés. La raison pour laquelle les États-Unis veulent mettre les tarifs sur le Mexique et le Canada, c'est à cause de la Chine. Voilà, donc vous avez vu la sortie du président Donald Trump qui a dit voilà, qu'il allait mettre 25% de tarifs sur toutes les marchandises importées du Canada. Il allait mettre 25% sur tous les tarifs importés du Mexique, mais également qu'il allait mettre 25% également sur les tarifs, les marchandises importées de Chine. Voilà. Donc, on en est là et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'abord, il faut expliquer pourquoi. D'abord, la première chose, c'est le déficit commercial des États-Unis. Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. J'ai vu des gens brandir le chiffre de 500 milliards. En réalité, il faut corriger ça. Quand on voit ce qui passe par le Mexique et le Canada, c'est ça le problème des Américains avec le Mexique et le Canada. Ça veut dire que l'Amérique avait signé un accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada. Et quand vous allez sur le site du département de commerce américain, vous voyez les études en question. Les Américains estiment que la Chine a utilisé le Canada et le Mexique pour faire passer des marchandises qui rentrent, je sais pas, prenons certains produits qui arrivent de Chine semi-fini, donc à 80% fini. Et on fait simplement l'emballage et le marquage au niveau du Canada et on revend sur le marché américain. Et donc, ça permet de contourner les droits de douane, ça permet même de minorer les valeurs, bref, de faire beaucoup de choses qui ne plaisaient plus aux Américains. C'est sur le site du ministère du Commerce américain. Non, les Américains, en disant, nous allons mettre les tarifs, c'est pour obliger le Mexique et le Canada, donc à revoir leur position, donc à revoir leur position, eux, vis-à-vis de la Chine, de fermer ce qu'on appelle, c'est que les États-Unis avaient créé ce qu'on appelle un loophole. Loophole, ça veut dire c'est un avantage que l'on accorde à des investisseurs. En l'occurrence, les Américains estimaient que les voitures, l'énergie, donc l'aluminium, un certain nombre de choses étaient faits au Canada et vendus pour les industriels, aux industriels américains. Donc, les industriels américains délocalisaient au Canada, fabriquaient et transportaient dans les États comme Michigan, dans le Michigan, l'Ohio, etc., où il y a des gros industriels automobiles, donc, ils transportaient sur des barges, comme je vous ai dit, la navigation fluviale sur le long du lac Michigan. Donc, ça permettait d'aller travailler dans l'Ohio, vous avez le port de Cleveland, ça permettait d'aller travailler dans le Michigan, à travers le port de Detroit, ça permettait d'aller travailler dans le Wisconsin, avec les ports de Milwaukee, ça permettait d'aller travailler dans l'Illinois, avec les ports de Chicago. Donc, vous avez beaucoup d'industries qui sont des industries de finition. Par exemple, la construction navale dans l'Illinois et le Wisconsin. Vous avez beaucoup de pièces qui arrivaient du Mexique et qui venaient pour faire la finition dans ces endroits-là. De la même manière, dans le sud des États-Unis, donc l'Arizona, la Californie, le Texas, vous avez beaucoup d'industries là-bas qui faisaient les premières étapes au niveau du Mexique et transportaient au niveau des États-Unis. Donc, les statistiques du ministère du Commerce américain ont démontré que peu à peu,
se sont substitués à ces produits des vraies importations de produits qui sont des produits manufacturés, soi-disant venant du Mexique et du Canada, mais qui en réalité sont des produits chinois. Donc, si les Américains ont estimé, en disant au Canada, que voilà, ça ne pouvait plus fonctionner comme ça, et qu'ils allaient mettre les tarifs sur tout, y compris pénaliser les Canadiens et les Mexicains. Donc, ça donne le temps dont les Mexicains et les Canadiens ont demandé une pause. La pause qui leur permet de faire le clean-up, hein, ça veut dire, par exemple, de mettre un système de codification qui permet qu'on identifie formellement ce qui est d'origine de la Chine et que ce soit taxé, hein, selon les règles, et que cela n'échappe pas à la taxation en entrant sur le marché américain en système de libre-échange. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, les États-Unis ont donc, parce que avec ça, ça agrandissait le déficit commercial qui en réalité était de 1 trillion de dollars, qui est énorme quand même. 1 trillion de dollars, énorme. Un déficit commercial, ça permettait, hein, à la Chine de financer les obligations de trésor américain qu'elle achète, mais également ça permettait à la Chine de ramener à zéro le montant des investissements que les États-Unis réalisent en Chine, par exemple, en termes de capitaux outflow, comme on dit. Donc, sur ce, les États-Unis ont réagi. Donc, il y a des négociations en cours avec le Canada, il y a des négociations en cours avec le Mexique. On va attendre l'issue de ces négociations pour voir ce que ça donne. La deuxième chose là-dedans, c'est les États-Unis qui disent, voilà, nous allons mettre des tarifs sur les produits importés de Chine. Nous allons passer de 10 à 25%. Donc, là encore, c'est chaud. Donc, le gouvernement américain est en train de négocier. La Chine a demandé aussi à négocier. Donc, il y a des pourparlers parce que les Américains estiment que la Chine fait des dévaluations compétitives de sa monnaie par rapport au dollar. C'est ce que Donald Trump avait appelé currency manipulation. Et les Américains estiment également que, bon, je ne vais pas aller dans ce côté-là, parce que je n'ai pas tous les évidences, je n'ai pas encore lu un rapport dessus. J'entends les politiques parler de ça, mais je n'ai pas encore lu un rapport, donc je ne suis pas fondé pour parler de ça. Il parlait de l'amphétamine, qui serait entre les mains des triades chinoises et qui est exportée aux États-Unis, avec tous les milliards que ça rapporte, ça permet d'acquérir des actifs aux États-Unis. Donc là aussi, il faudrait qu'avec la Chine, ils puissent clarifier ça. Il y a la question des brevets, hein, où beaucoup d'entreprises américaines sont copiées en Chine. Par exemple, ils décident de fabriquer le iPhone. Et quand ils sont à l'iPhone 15, les autres arrivent à sortir Par exemple, quand ils se disent, si je sors le iPhone 10, je vais vendre ça pendant 5 ans avant de sortir le iPhone 11. Et donc, j'ai déjà dans mes recherches le iPhone 30, jusqu'à 30. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que immédiatement, dès qu'ils mettent sur le marché, 6 mois après, une marque chinoise copie et met ça sur le marché également. Donc, les entreprises américaines estimaient que ce n'est pas le cas et donc la Chine n'applique pas des sanctions punitives pour la tricherie sur la propriété intellectuelle. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a Alibaba, par exemple, qui s'est construit avec les recherches des universités de Harvard et Alibaba a consenti à payer les brevets. Et il y a des gens en Chine qui avaient estimé que c'était une faiblesse de la part de Jack Ma. Et d'ailleurs, vous avez vu, Jack Ma avait disparu parce qu'il s'était élevé en disant on ne pourra pas se développer si on ne pratique pas le fair game. Donc, sur ce, Jack Ma avait disparu et après, Jack Ma est réapparu. Donc, ces derniers temps, quand les États-Unis ont brandi les griffes. Donc, il y a énormément de choses. Donc, sur ce aussi, les États-Unis envisagent de réduire leur déficit commercial. De réduire le déficit commercial. Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine qui était, disons, de 500 milliards, 482, c'est 500 milliards. Et vous ajoutez également 250 milliards en passant par le Mexique, 250 milliards en passant par le Canada. Les États-Unis avaient réussi à ramener le déficit commercial vis-à-vis de la Chine à 282 milliards dans les montants de 2023. Donc, ils espèrent d'abord enrayer le déficit commercial qui passait par le Canada et le Mexique et le ramener à 0 ou peut-être à 50 milliards de dollars. Et le déficit commercial vis-à-vis de la Chine qui est maintenant à 282, ils aimeraient le ramener purement à 0 au besoin d'avoir des excédents commerciaux. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est le trade-war entre les États-Unis et la Chine. Donc, les conséquences de ça, c'est que les États-Unis mettent augmentent les barrières tarifaires, douanières, sans rigoler.
Et immédiatement, ça pousse les entreprises américaines, par exemple, à rapatrier la chaîne de valeur, donc les usines qu'ils avaient, les investissements qu'ils avaient fait en Asie, notamment en Inde et en Chine, à les rapatrier sur le territoire américain. Donc on voit revenir, vous avez suivi cette semaine, j'étais dans l'Assemblée générale de Apple, le CEO Tim Cook a clairement dit qu'il va mettre en place 500 milliards d'investissements dans l'État du Texas et que les 500 milliards d'investissements vont créer 20 000 emplois sur place, mais avec les emplois indirects, on va jusqu'à 100 000 emplois. Donc ce sera quelque chose d'énorme. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que les États-Unis veulent éviter d'être copiés. Si vous voulez, avant, les États-Unis avaient un problème, on disait c'est le coût du travail. Ça veut dire que quand ils produisaient en Chine, on disait, bon, le coût du travail est élevé aux États-Unis par rapport à la Chine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le vieillissement de la population en Chine, avec l'urbanisation, le coût du travail a augmenté de pratiquement 50%. Et le coût du travail en Chine représente à peu près la moitié de ce qu'il est désormais aux États-Unis. Mais maintenant, les Américains ont inventé l'industrie 4.0, comme on dit, 4.0. Ça veut dire que les unités industrielles 4.0, avec les robots à tous les postes où il y a moins de pénibilité. Et le travail de l'homme aujourd'hui, c'est simplement de piloter l'activité des robots et de faire le contrôle et ce qu'on appelle le reporting. Donc, avec ça, ça fait que les chaînes tournent, c'est revenu à zéro. Et le seul endroit où se concentrent les emplois maintenant, c'est dans l'administratif, le supply chain, etc., etc., donc la comptabilité, la finance, l'audit, le supply chain, etc., etc. C'est dans ces endroits-là que se concentre aujourd'hui que se concentrent les activités si on peut dire, les nouveaux emplois créés. Donc, ça fait que quand les États-Unis calculent la compétitivité de produits qui pourraient être fabriqués sur leur territoire par rapport aux produits qui viennent de Chine, ils s'aperçoivent qu'en mettant 25% de droits de douane, ça permettrait à la production sur le territoire américain d'être purement compétitif par rapport à la Chine. Donc, ça va relocaliser beaucoup d'activités, notamment dans la production des, comme on dit, consumer devices, etc. C'est pour ça que vous voyez désormais les États-Unis très actifs sur le marché des terres rares, en Afrique, en Ukraine, en Russie, etc., etc., et même sur leur territoire. Donc c'est une bataille commerciale qui s'annonce. C'est une bataille qui fait un package avec les droits de douane, avec la recherche et l'innovation, avec des containment rules, par exemple. Il est interdit désormais à des ingénieurs chinois dans des secteurs stratégiques nés en Amérique d'aller travailler pour la Chine. Il est interdit même pour des ingénieurs ou des financiers, des gens africains, tout ça, d'aller travailler pour la Chine. Donc ça pose un gros problème et ça commence à diminuer l'activité des pays africains. Bon. La question là-dedans, c'est comment est-ce que nous autres Africains parvenons à tirer profit de ce qui se passe? Parce que là-dessus, moi, ce qui m'amuse, c'est que sur la toile, je vois des Africains qui, eux, sont là. En disant, je suis pro-chinois. Les autres disent, je suis pro-russe. Les autres, je suis pro. On a à être pro. On a à être pro rien du tout. On a à être nous-mêmes et avoir notre stratégie. Et en la matière, la stratégie qui est la meilleure, c'est la stratégie qui consiste pour nous à se dire, voilà, il est temps que pour nous autres, Africains, nous devons avoir une stratégie. Et je crois que la stratégie consiste à s'insérer dans la chaîne de valeur parce que nous avons la population, peut-être les pays de l'Afrique au sud du Sahara, qu'on appelle West Africa en anglais. Ça veut dire que quand vous partez du Sénégal jusqu'à la RD Congo ou l'Angola, sont en retard. Mais, disons jusqu'à la RD Congo. Mais quand vous voyez maintenant les pays à partir de l'Angola jusqu'au Kenya, vous faites le tour de l'Afrique là, jusqu'au Kenya, c'est autre chose. De ce côté-là, ça se développe énormément. Ils investissent énormément dans l'éducation, dans la formation des ingénieurs, dans l'investissement, dans l'attractivité de leur pays, dans les diasporas, etc., etc., etc. Donc, c'est important. C'est important. Donc, il faudrait que nous autres Africains, nous ayons notre propre stratégie. La stratégie, c'est investir dans l'éducation, l'enseignement technique, investir dans la formation des ingénieurs
plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Investir dans la recherche et le développement, y compris la copie, l'acquisition des brevets, l'implémentation. Investir dans la création des parcs commerciaux et des zones d'industrie commerciale, des pôles de compétitivité, des choses comme ça là. Investir dans créer, mettre en place une fiscalité innovante avec des crédits d'impôt pour la recherche et l'innovation, etc. pour nos entreprises. Et travailler pour nous insérer dans la chaîne de valeur. Donc, ceux qui ont vu, nous avons, je recommande à beaucoup de personnes de commencer, ça commence par là, d'investir d'abord dans les entreprises, de façon à avoir un pied dans la maison. C'est ce que nous faisons. On est un groupe de personnes, mais je ne vais pas aller dans les détails. Il y a des gens qui sont solidement installés. Rappelez-vous, il y a 2 ans, nous étions allés chez Apple et nous avons rencontré beaucoup d'exécutifs à Apple. On a discuté, on a même parlé des possibilités de partenariat avec la région de l'ouest du Cameroun. Donc, on a discuté de ça et il y a des choses dans les pipes. Donc, on en parlera le moment venu. Donc, on l'a fait. Donc, une fois que nous l'avons fait, nous avons fait aussi d'autres activités. Et dans les années à venir, je pense qu'on verra des choses sorties de terre. Donc, je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Donc, les Africains doivent s'insérer dans la chaîne de valeur. Les Africains doivent s'insérer dans la chaîne de valeur. Parce que ce qui va se passer, c'est que si les Américains mettent des sanctions, les Chinois, pour contourner les sanctions, vont probablement délocaliser en Afrique. Et on l'a vu, ils ont commencé à délocaliser dans des pays comme l'Éthiopie, ils ont commencé à délocaliser dans les pays comme le Rwanda, et ils vont délocaliser bientôt dans les pays comme le Kenya. Donc, ça fait que les pays d'Afrique au sud du Sahara, je veux parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, du Burkina Faso aujourd'hui, du Mali, du Niger, doivent travailler dans ce sens-là. On aura l'occasion de faire d'autres vidéos. Mais vous avez déjà vu comment le Mali s'est positionné en créant Mali Lithium, un joint venture avec les Chinois dans le domaine du lithium. Le Mali a refait son code minier et a mis en concurrence les investisseurs australiens ou européens avec les Chinois et a pu renégocier tous les contrats et empocher des surplus d'impôts, dont 275 milliards à payer, etc. Et avec ça, les Maliens vont créer des fonds pour pouvoir permettre aux Maliens de pouvoir investir également dans l'or en ayant une production mécanisée, donc pour engranger des gains de productivité, mais également commencer à transformer, à ajouter la chaîne, prolonger la chaîne de valeur pour que le Mali puisse produire également des batteries au lithium, des plaques solaires, etc., etc. Donc, on aura l'occasion de faire des directs dessus. Dans tout état de cause, les pays africains doivent pouvoir profiter d'une situation comme ça pour jouer la carte de la substitution et non pas perpétuer l'enfantillage tel qu'on a souvent vu certaines personnes faire sur notre continent. Voilà. Je crois vous avoir expliqué brièvement la trad. Ouais. Donc, il s'agit pour les États-Unis de réduire le déficit commercial. Il faut d'abord qu'ils réduisent le déficit commercial. Parce que s'ils ne réduisent pas ce déficit commercial, ça va être franchement, ça va créer des problèmes parce que ça crée des problèmes au niveau du déséquilibre, pas de la balance de paiement parce que toutes les transactions sont faites en dollars. Et ça va les permettre, mais dans tout état de cause, les États-Unis sont décidés à avoir demain des excédents commerciaux vis-à-vis de la Chine. Des excédents commerciaux vis-à-vis de la Chine. Des excédents commerciaux parce qu'ils ont très bien compris qu'il en va de leur survie. Donc, comme je disais, ils vont essayer de ramener les terres rares. Ils font des deals sur les terres en ce moment. Et donc, vous voyez les Apple qui commencent à relocaliser la production aux États-Unis. Je vous garantis qu'une unité industrielle, donc un parc industriel où Apple va faire 20 000 emplois et il y aura à peu près 100 000 emplois tout autour. Vous voyez arriver 100 000 emplois dans une ville comme Houston. Houston va devenir une ville comme Chicago, là, bientôt. Ça va devenir une autre ville. Et c'est important parce que Houston, c'est une ville nigériane. La première force économique dans la ville de Houston, directement derrière les Blancs, c'est les Nigérians. Donc, ça va compter, ça va peser lourd. Et donc, je pense qu'il est temps que nous aussi, comme je dis, nous ayons notre propre stratégie et que nous cessons d'être des suiveurs. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat. Exprimez-vous, je m'engage à regarder tout et puis à répondre. Donc, mais exprimez-vous dans la courtoisie, en respectant les autres, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir un dialogue constructif. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée.
Je vous souhaite à toutes de merde, comme on dit, pour toutes vos activités. Restez scotchés sur notre chaîne ici, car le meilleur est à venir. Partagez la publication, abonnez-vous sur notre chaîne, invitez vos amis à s'abonner, partagez vos impressions avec vous dans le chat, s'il vous plaît, dans la courtoisie, la politesse, mais également souscrivez au membership afin de permettre le développement de notre chaîne. Hein? Que la semaine vous soit agréable. À tous et à toutes, je souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, car ici, c'est la chaîne du savoir. Bye.